Il y a à peu près 2 ans, je suis arrivé sur une mission, parce que je suis dans une ESN, donc je suis arrivé sur une mission dans laquelle on avait... en fait, on est arrivé sur un legacy qui avait déjà 3 ans. Dès le départ, on a su qu'on allait avoir des problèmes. Bon, déjà, legacy, on sait que ça pue un peu. 3 ans, on se dit que c'est assez jeune. Mais là, quand on est arrivé, on s'est dit, ah ouais, ok, bah, c'est là que j'ai commencé à perdre un peu de cheveux, comme mon collègue de tout à l'heure. Euh, et donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est donc on a tourné autour de 2 problèmes qu'on a réussi à résoudre à peu près. Donc, premièrement, le découpage de l'application qui a été très, très important pour qu'on puisse mieux comprendre le code. Et le deuxième, c'est les tests. C'est-à-dire, on faisait beaucoup de tests, beaucoup trop de tests. Et on va voir comment est-ce qu'on a fait du test minimalisme, qui est un peu à la mode aujourd'hui. Alors, tac. Mais avant toute chose, donc, je suis Antoine Mazur, je suis développeur chez Octo Technologies que je vais vous présenter juste après. Mon boulot, c'est surtout de résoudre des problèmes. Je suis consultant, donc dès que le client me donne un problème, j'essaie de le résoudre, peu importe la casquette que je dois porter. Et j'adore Java et Kotlin parce qu'ils m'apportent une sécurité de tous les jours. Ils ont un écosystème de dingue. Enfin voilà, j'adore ce langage. Je sais qu'il y en a qui détestent, mais moi c'est vraiment mon dada. Ah ouais aussi, alors là vous me voyez en costume, un développeur en costume c'est peu banal. Vous rassurez-vous, je porte pas des costumes tous les jours, c'est juste pour le style, parce que j'ai un peu de sang italien qui bout dans mes veines, et il fallait absolument que j'en porte un. Alors, donc Octet Technologies, bon, je la fais rapide, on est à peu près 220 artisans du logiciel, on est basé en France pour être plus proche de nos clients, et on construit les produits de nos clients sur mesure, enfin les produits stratégiques, hein, attention, faut pas que j'oublie certains mots. Voilà, on est proche de nos clients, on pense qu'il faut un aspect voilà, de proximité entre nous et nos clients, et entre nous, développeurs, pour grandir ensemble et faire grandir nos clients. Alors, qu'est-ce que je vais vous présenter? Comment ça va s'orchestrer tout ça? Au début, je vais vous donner un peu de contexte. Je vais vous dire, ok, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi notre client nous a missionné. Ensuite, on va voir comment les problèmes ont commencé, comment on a su qu'on avait des problèmes. Et ensuite, on va voir 2 axes, donc ce que je vous ai un peu hypé tout à l'heure là. Comment on a découpé notre legacy et comment on a changé notre stratégie de test. Et pour finir, je ferai une conclusion très brève avec 3 takeaways. Ça sera grosso modo un résumé de ce que je vous ai dit avant. Mais il faut quand même écouter ce que je vous ai dit avant. Hein. Alors, donc comme je vous ai dit, on est arrivé sur l'API, on est arrivé, donc ici, il y avait déjà 2 équipes qui étaient présentes. Le Legacy, il est né en 2019, donc ça fait depuis 2019 que le projet existait. Et en 2019, en réalité, ce projet a eu beaucoup de turns, autant chez le client que chez nous. Et donc, il y a beaucoup de développeurs qui sont passés dessus. Et chaque développeur, il a ses propres standards qui ne sont pas forcément les standards d'équipe. Donc, dans ce code-là, on a retrouvé beaucoup de standards partagés de tous les développeurs qui étaient passés dessus. Et le but de notre client, alors le but pour le client vraiment final, c'est surtout d'acheter des billets dans un parc d'attractions ou dans des musées. Mais le but pour notre client, client qui possède ces parcs d'attractions et ces musées, c'était surtout de rationaliser les coûts, mais on va rentrer dans le détail un peu plus après. Et donc l'application, elle fait quoi? C'est un tunnel d'achat de billets. Si vous avez déjà commandé sur des sites comme Amazon, Rakuten, Cdiscount, etc., si vous êtes déjà allé dans un magasin pour acheter des trucs et que vous avez pris un panier, vous allez sûrement passer par ce flow-là. C'est-à-dire vous allez dans le catalogue, vous regardez, vous comparez un peu les produits. Ensuite, vous mettez ces produits, les produits qui sont les mieux pour vous, vous les mettez dans votre panier. Ensuite, une étape très très importante pour notre client, c'est vous payer. Et l'étape très importante pour l'utilisateur final, c'est de recevoir ses billets pour venir au parc ou au musée. Et en fait, des tunnels, le problème c'est que des tunnels, on en avait plusieurs. Donc on avait les tunnels d'achat de billets, donc de la billetterie. Le tunnel d'achat de séjour, donc c'est-à-dire on prend un séjour au parc, donc on passe par un hôtel, etc. Et un tunnel de passe annuel, donc là c'est un peu comme des abonnements. Vous payez, alors je sais pas, je dis au hasard les prix, mais vous payez 200 € et vous pouvez y aller quand vous voulez toute l'année. Mais c'est pas vraiment des billets, hein. Techniquement, pour nous ça pourrait être pareil, mais pour le métier c'est pas du tout pareil. Et en fait, comme notre client possède plusieurs parcs et plusieurs musées, on a dû faire quelque chose d'un peu générique pour tous, pour lisser les coûts, etc. Parce que avant l'application, donc là, j'en ai mis que 4, mais il y en avait, je sais pas, une dizaine, une quinzaine, il y avait un SI par parc. Donc ça veut dire que si vous développez une feature ici, votre feature, il faudra la redévelopper ici si le parc, la Pinguland, veut la même. Donc en fait, on ne peut pas
Enfin, en gros, les coûts, ça allait pas. Fallait maintenir plusieurs systèmes. Enfin, voilà, il n'y a rien qui allait. Et donc, on s'est dit, OK, on va développer ce qu'on appelle un back for front. Alors, si vous avez déjà entendu le terme de back for front, vous savez très bien qu'il y a souvent beaucoup de complexité métier quand même à l'intérieur, même si on dit, ouais, non, il n'y aura pas de métier, il y en a toujours un peu. Nous, on en avait beaucoup. Et en fait, tout l'aspect métier, il était géré par des progiciels. Donc, un progiciel, c'est quoi? Si vous avez déjà vu du SAP ou du Salesforce, bon, ça, c'est des logiciels de compta, ça n'a pas trop de rapport. Mais en gros, c'est des gros logiciels, des trucs ouais, vraiment tentaculaires, qui renferment une complexité métier énorme. Et donc là, ici, par exemple, il y avait il y a le séjour ou la billetterie qui, en fait, bon, alors pour nous, ça nous paraît aussi, on se dit, bah ouais, c'est juste vendre des places d'hôtel ou autre. Mais en fait, il y a une vraie complexité. Par exemple, le calcul des prix, le pricing dynamique, c'est quelque chose qui est renfermé dans ces logiciels-là que nous, on n'avait pas à gérer. Mais en gros, c'est gérer des prix selon le temps qu'il fait, selon est-ce que le parc est occupé. Et tout, c'est des règles de gestion très fines. C'est un peu ce qui se passe avec les avions, genre quand vous vendez des places pour des avions alors que l'avion est déjà plein, enfin bref. Mais là, c'est un peu moins complexe que les avions quand même. Et en gros, donc nous, on allait chercher des données de ces progiciels-là pour les parcs, parce que chaque parc il possède un progiciel. Et souvent, c'était du JSON bien dégueulasse, comme dans les années 2000, avec, je sais pas, des trucs de 3000 lignes pour récupérer un produit. Mais bon, ça arrive. Et bien sûr, chacun des progiciels, il a ses propres normes, même s'ils doivent respecter un truc un peu standard au séjour ou à la billetterie. Ils ont tous modifié ce standard. Et l'avantage, c'est que quand on développe, quand on intègre un progiciel dans notre brique Back for Front, si plusieurs parcs utilisent le même progiciel, ben, on développe une fois pour tous les parcs qui l'utilisent. Et heureusement, il y a quand même, je crois qu'il y a 3-4 progiciels dans la billetterie qui sont vraiment les leaders, et peut-être pareil pour le séjour. Et ouais, j'ai oublié d'en parler parce que bon, moi je suis plutôt côté back, mais en gros on a un front générique qu'on configure via un CMS headless pour faire la configuration, genre on change les couleurs, on change certains textes, ça nous permet aussi de faire l'internationalisation. Mais en gros notre front il est générique aussi. Donc on a une API qui va chercher toutes les données compliquées, qui les transforme dans des beaux JSON qu'on a nous-mêmes structurés, c'est pour ça qu'ils sont assez robustes, et le front les comprend et les expose. Et donc tout à l'heure, je vous ai parlé de problèmes, donc on va commencer à parler des problèmes. Vous connaissez sûrement cette image de, si vous avez lu Clean Code, si vous êtes des clean codeurs, en gros, quand on voit du bon code, notre compteur d'étonnement, il est assez faible, on est assez peu étonné, on se dit, ah ouais, ok, bon, ça coule un peu sur le sens. Mais on a toujours un petit peu d'étonnement, même avec du très bon code. Et avec du mauvais code, par contre, on est étonné, enfin voilà, notre compteur d'étonnement augmente en balles. Et en général, quand on passe du temps sur du code, après 3-4 mois, ce compteur réduit. C'est-à-dire qu'on est de moins en moins étonné parce qu'en fait, on commence à s'habituer au code. On se dit, ah oui, ce pattern-là, ok, bon, ça a été déjà fait, ouais, ok, je comprends un peu. Mais nous, ce compteur d'étonnement, il a mis très longtemps à baisser parce qu'on a vraiment galéré au début. Bon, alors là, j'ai mis quelques verbatims, mais par exemple, à un moment, on devait trouver un comportement en prod. On a regardé dans le code et on ne trouvait pas du tout d'où venait ce comportement. Quand on l'a trouvé, on a vu qu'en fait, c'était des repositories qui étaient inclus dans les mappers. On ne s'y attendait pas du tout. Et c'était vraiment... on ne s'attendait pas, donc on était très étonnés. Et ça a duré très longtemps. Et donc, des intuitions qui sont venues, on en a eu plusieurs. Et avant que ces intuitions, parce qu'au début, on pense, on se dit, ah ouais, ok, ce code-là, il est moche. Mais petit à petit, ça s'estompe. On se dit, ouais, bon, ok, il est moche. Et après, on arrête d'en parler. Nous, on s'est dit, ok, on va essayer de les mesurer, de savoir si c'est vrai, si on doit faire quelque chose. Et puis, ça nous permettait aussi de le dire aux gens qui nous engageaient, à notre client, pour lui dire, ok, bon, là, il y a un problème, il faudrait peut-être qu'on fasse des refactos, dégager un peu de budget, etc. Et donc, le premier, c'était, bah, ok, on est trop dépendant, et puis en plus, on n'y comprend rien, l'application est trop générique. On pense que notre découpage n'est pas bon. Et la deuxième, c'est, bah, en fait, on passe nos vies à écrire des tests. Passer une journée pour débugger des tests parce qu'on a changé 3 lignes de code de prod, c'était pas soutenable. Et donc, on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Alors, premier axe, c'est comment voir qu'un fichier est trop modifié. Enfin, un fichier est trop couplé. En fait, il y a une commande guide qui nous permet de voir le nombre de modifications par fichier. Donc, on a regardé les modifications sur notre codebase et on a vu que le cart était le fichier le plus modifié du code. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un développeur fait une modif,
la probabilité qu'il touche aux cartes est énorme. Genre, si vous connaissez bien les conflits de merge quand on fait des requests et tout, là, on en avait à chaque fois sur cet objet, c'était un enfer. Cet objet qui faisait 1000 lignes et à peu près 3000 lignes de code. Et en fait, en regardant ce graphe, on se rend vite compte que le carte, il est modifié 3 fois plus que le deuxième objet le plus modifié. Donc, en modifiant le carte, on sait qu'on va rendre la vie plus simple à tout le monde. Et en plus, le troisième objet le plus modifié, il fait aussi partie du carte, parce que c'est un carte agrégator. Donc, ok, on se dit, bon, d'accord, si on modifie le carte, ça modifie la vie de tout le monde. Et quoi d'autre? Donc, il y a IntelliJ, un IDE que j'adore, qui nous propose des fonctions d'analyse de code. Et il y en a une qui s'appelle la matrice de dépendance. Donc, on ouvre notre matrice de dépendance pour voir les relations de dépendance entre nos fichiers. Par exemple, ici, on voit que le carte, il appelle 58 fois le pass renewals. Et que, donc, c'est les mêmes packages en horizontal qu'en vertical. Parce que c'est une relation. Donc là, c'est le carte qui appelle, et là, c'est le carte qui se fait appeler. Et donc, on voit qu'il appelle 58 fois, et ici, on voit qu'il se fait appeler 32 fois. Donc, on voit qu'il y a une forte dépendance, un fort couplage, en fait, entre ces deux packages. Et sauf que pour le carte, il est dépendant de tous les packages, et tous les packages dépendent de lui. Donc là, on s'est dit, OK, le carte, il y a vraiment un problème dedans. Bon, c'était normal, parce que c'était vraiment là où on avait notre logique à ajouter, vu qu'on n'avait pas la logique métier à ajouter, comme de pricing dynamique, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis on a une conviction, on s'est dit, ok, vaut mieux un couplage, vaut mieux des petits couplages dans des briques plus ou moins isolées, qu'un grand couplage dans une grosse brique. Donc pour l'image, vaut mieux chercher une aiguille dans 4 bottes de foin, mais des bottes de foin, vous savez à peu près où est l'aiguille, genre on vous dit, bon, c'est la botte de foin qui est là, qu'une grosse botte de foin dans laquelle vous allez devoir trouver une aiguille et vous ne savez pas du tout où aller. Et donc, si vous connaissez un peu Domain Driven Design, il parle beaucoup de langage. Donc moi au début je lisais ça, je disais ouais en fait ils sont simples, c'est quoi ce bordel, ils parlent que de langage, moi je fais du code. Et à un moment, bon j'ai grandi un peu et je me suis dit ok, faudrait qu'on arrive à avoir le lexique de l'application, ça se trouve je vais prendre leur méthode et ça marchera. Donc j'ai regardé le lexique de notre application. Donc ici vous voyez on parle d'hôtel, de tickets, de séjour, tout est mélangé, hein. Même si les tunnels sont bien séparés, bien isolés, dans le code tout était mélangé. Et on avait aussi une partie technique et une partie métier qui était aussi mélangée. Donc on avait des quotations qui étaient avec des pré-packages, des lits, enfin voilà, de l'anglais, du français, on n'y comprenait plus rien. Donc on est allé voir notre experte métier et on lui a dit, ok, comment est-ce qu'on pourrait découper ce lexique global en plus petits lexiques? Parce que nous, en tant que dev, on n'était pas capable, en tout cas, on n'avait pas cette logique métier que notre client a, donc ça a pu être fait beaucoup plus rapidement que si on l'avait fait nous-mêmes. Et donc on a réussi à découper en 3 contextes, donc billetterie, séjour et passe, en 3 contextes métiers. Et en fait, ces termes-là ne se reproduisent pas dans les autres, sauf un que vous voyez ici, et puis d'autres. Alors qu'est-ce qui se passe? Par exemple, ici, le billet, il est dans le contexte billetterie et le contexte séjour. Donc quand on voit ça, on dit à notre cliente, ok, mais du coup c'est le même billet, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce qu'il va falloir faire un truc, donc 2 packages, mais avec un truc common? Et notre cliente nous dit non, mais en fait, le billet du séjour et le billet de la billetterie, c'est pas du tout les mêmes billets. Alors oui, ils ont le même nom, mais en fait, ils n'ont pas les mêmes champs, ils n'ont pas les mêmes complexités. Il y en a un qui est assez générique, vous pouvez prendre un billet pour venir quand vous voulez, donc des billets assez libres. Vous pouvez prendre des billets pour venir un jour précis, des billets VIP, tous ces trucs-là. Alors que dans le séjour, en réalité, vous prenez que des billets datés. Et c'est un type de billet bien précis. Donc on dit ok, bon très bien, on a découpé notre application en 3 parties, on est tranquille. Donc premier, comme on savait que modifier le carte, ça nous permettait de changer la vie de tous les développeurs, on s'est dit on va découper le carte. Donc on a regardé, on a vu ça et on s'est dit est-ce que c'est possible du coup d'avoir des billets, un repas et un pass et un séjour dans le même carte? Et là, pareil, notre cliente nous dit non, mais go, séparez-le, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas avoir des billets et un séjour dans la même carte. C'est 2 notions, et comme je vous ai présenté au début, il y a 3 tunnels différents. Voilà, s'il y a 3 tunnels, c'est parce que c'est 3 cartes isolées. Donc là, on a eu à peu près notre go pour le faire. Alors bon, là, vous voyez 10 lignes, vous vous dites ouais, c'est bidon, mais en fait, il y a vraiment 1000 lignes. Donc on l'a découpé de manière assez simpliste. Et après ça, on avait notre API bien découpée, voilà, 3 trucs métiers.
Puis là, vous allez me dire, ok, bon, il nous présente un truc, c'est facile, on avait la réponse dès le début, il y avait des tunnels, ok. Mais en fait, le gros de la complexité, pour nous, c'est de comprendre ce que nous envoient les back-ends externes. Vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous parlais des progiciels, parce qu'eux, ils font de la complexité, mais en même temps, ils nous renvoient de la complexité. C'est pas du tout simple. Quand ils nous renvoient 1000 lignes de XML, il faut aller les comprendre, il faut aller les parser. Et puis, bon, des fois, il n'y a pas de doc. Enfin, il y a de la doc, mais bon, on se comprend, la doc, elle n'est pas ouf. Et donc là, on a regardé, on s'est dit, bah, ok, DDD, il nous parle de métier, il nous parle de lexique métier, mais nous, on a l'impression qu'il faut le faire aussi avec de la technique. En même temps, DDD ne nous a pas dit non plus, vous ne pouvez pas le faire avec un lexique technique. Hein. Et donc, on a regardé le lexique qui nous restait, donc tous les termes métiers qui sont principalement en anglais, et on s'est dit, bah, on va essayer de découper. Alors là, le découpage, il est aussi simple. Parce qu'en fait, le progiciel A, il a un lexique qui est bien défini, le progiciel B, il a un lexique bien défini. À partir du moment où on les sépare, on sait exactement où les couper. Alors là, notre client ne pouvait pas trop nous renseigner, mais par contre, on avait, enfin, les contrats d'API nous renseignaient, si vous préférez. Donc le progiciel A, il parlait de package, le progiciel B de product, et le progiciel C de product. Mais encore une fois, comme pour le billet tout à l'heure, product ici et product ici, c'est complètement différent, ils n'ont même pas les mêmes chances, c'est même pas les mêmes choses. Et donc, on a pu les découper comme ça. Et donc, ce qui nous donne ce type d'architecture, donc on a découpé et en métier, et en complexité technique de progiciel, de logiciels qu'on consomme. Et qu'est-ce qu'on y gagne à avoir découpé comme ça? Alors, juste une aparté, mais là, je vous ai parlé de comment on avait découpé tout ça, mais en réalité, on n'a pas tout découpé encore, parce que dans le legacy, vous savez, 3 ans de legacy ne peuvent pas être résorbés en 1 an ou autre. Donc il y a encore des parties qu'on n'a pas encore découpées. Mais en tout cas, sur ce qu'on a déjà découpé, qu'est-ce qu'on a gagné? Alors à l'époque, on mettait à peu près 6 mois, même un peu plus, pour intégrer un nouveau progiciel. Donc intégrer la nouvelle complexité, enfin la grosse complexité d'un progiciel externe. Maintenant, on met 3 mois. Donc on a gagné du temps. Et donc notre client a gagné de l'argent. Donc ça, on est tous contents. Ensuite, avant, on était hyper dépendant des autres équipes. Dès qu'on faisait une modification, dès qu'on voulait toucher un standard, dès qu'on voulait... Enfin, bref, on devait toujours leur parler. Je suis d'accord pour parler avec les autres équipes, hein, j'aime bien parler aux gens. Mais juste, j'ai pas envie de leur parler une fois par jour dans des meets qui n'en terminent pas. Faire des points de synchro, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y avait des points de synchro qui avaient un nom bien précis et c'est vraiment pas ouf. Et ensuite, maintenant, nos contextes sont isolés. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, quand on est dans un contexte de code, le code est précis. Avant, c'était un peu abstrait, on avait du coup les products et tout, et en plus, il y avait un objet métier qui s'appelait product, parce que dans le carte, on met des products dans un carte. Et donc, on avait une complexité, enfin, il y avait un mot qui voulait dire 3 choses, et on ne savait jamais où on était, parce que c'était pas découpé. Et donc, ça nous amène à moins de charge cognitive, c'est-à-dire qu'on apprécie un peu plus notre travail, en rendant les choses un peu plus simples. Et ensuite, deuxième chantier, c'est on a changé notre stratégie de test. Alors, j'aime bien les statistiques. Et là, donc, j'ai fait pareil. Donc, on allait voir sur notre projet combien on avait de lignes de code de prod contre combien on avait de lignes de code de test. Donc, on a vu qu'on avait 9 lignes de test par ligne de code de prod. On s'est dit, OK, c'est un peu vénère. On a regardé sur d'autres projets qui s'étaient à peu près bien testés. Enfin, sur des projets où j'étais à l'époque. Et où j'étais en confiance avec les tests. C'est-à-dire que je testais et je me disais, OK, je suis en confiance. Quand je fais un refacto, ça pète des tests, je les corrige et ensuite je suis confiant pour la prod. Donc c'est pas un projet qui est sous-testé, hein, c'est un projet qui est bien testé. Et donc, on s'est dit, OK, on teste peut-être 4 fois trop. Donc on va essayer de redéfinir notre stratégie de test. La stratégie de test à l'époque, c'était, OK, si tu mets un if, tu fais un test. On s'est dit, OK, il y a peut-être un truc plus simple à faire. Et on s'est dit, on va faire du test minimalisme. Donc on va tester moins, mais tester mieux. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? C'est sous 2 axes. Donc il y a la complexité de ce qu'on développe et il y a la sensibilité. Par exemple, quand on fait de l'authentification, alors bon, il y a certaines parties de l'authentification qui sont peut-être plus compliquées que d'autres, mais en général, quand on respecte les standards, c'est plutôt simple. Par contre, c'est assez sensible. Donc l'authentification, on va le tester. Le calcul de prix. Alors, le calcul de prix, si vous le faites avec une précision plus ou moins grande et tout, des fois, c'est un peu plus complexe parce que vous ne savez pas comment les librairies vont se comporter, etc. Bon, on va dire que c'est complexe. Et puis en plus, le prix, c'est ce que le client paye. Donc, on va dire qu'en plus,
c'est sensible, donc on va le tester. Par contre, des getters ou des trucs assez simples, genre une liste qui ajoute un élément ou des trucs comme ça, bon, on va pas le tester. On va dire, ok, ça ne sert pas à grand chose. Si c'est juste du texte à afficher, on va pas le tester non plus. On va dire, ok, mais en fait, ce texte-là, c'est juste un titre. Bon, si ça pète en prod, ça va nous faire passer un peu pour des guignols, mais c'est pas grave. Ça va pas ruiner la réputation de notre client. Et puis on s'est dit, il faut quand même qu'on ait un test assez robuste pour pouvoir tester toute l'application et nous rassurer quand on fait du dev. Donc on s'est dit, on va faire un test end-to-end qui va passer sur chacune des parties de l'application, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, catalogue, panier, achat, réception, c'est un workflow assez basique. Et lui, il va aller dans le catalogue, il va regarder qu'il y a bien des produits, il va sélectionner un produit du catalogue, il va le mettre dans le panier, ensuite il va l'acheter, et il va regarder que la transaction a bien été faite. Et pour finir, il va aller voir dans sa boîte de réception, il va regarder que le mail avec les tickets a bien été reçu. Et ce bot-là, en fait, en faisant ce parcours assez simple et sans rentrer dans les cas un peu chelous, il couvre 80% des cas. Alors 80% des cas à peu près, hein, c'est 20-80, la loi de Pareto. Et il y a un truc qui est un peu controversé avec cette slide, c'est que là, je marque que le tunnel est branché à un environnement de recette. C'est-à-dire qu'il est branché directement aux environnements de test de nos progiciels, enfin des progiciels qu'on consomme. Alors là, vous pourriez me dire, bah ouais, mais attends, demain le progiciel, enfin l'environnement de test tombe, bah, du coup ton application, tu peux plus la tester, etc., etc. Alors oui, mais en même temps, bon, il ne devrait pas tomber. Et s'il tombe, c'est pas grave parce qu'on va pas le mettre dans les pipelines à chaque fois qu'on commit. Enfin bref. Mais pourquoi c'est important pour nous? Parce qu'il y avait certains de nos progiciels qu'on consommait qui étaient un peu des filous et qui changeaient leur contrat d'interface. Alors déjà, on n'avait pas de doc et en plus, ils changeaient leur contrat d'interface. Donc là, on était vraiment rincés. Et en fait, ça nous a permis à de nombreuses fois de voir que notre prestataire avait changé son contrat et on a pu le prévenir. On a pu lui dire, bon, ok, tu as changé ton contrat, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est un bug ou une feature? Et bon, souvent, c'était une feature. Et donc pour résumer, dans notre stratégie de test, en faisant ce test minimalisme, on a défini 3 types de tests. Donc on a les tests sur des use cases, donc c'est des tests d'orchestration, on regarde que tout se fait à peu près, mais sans rentrer dans le détail. C'est vraiment un test en surface. Donc on dit, ok, quand on paye un panier, il faut être authentifié. Bon, on vérifie juste qu'on appelle bien l'authentification. Ce que ça fait derrière, on s'en fiche. On regarde juste que ça s'orchestre bien. Ensuite, on fait des tests de complexité. Là, c'est quand on n'est pas trop sûr et que c'est un peu complexe ou chiant. Bon, là, j'ai mis un exemple de calcul de prix avec un arrondi, parce que des fois, on ne sait pas trop comment ça va se comporter. Notamment quand il y a 3 chiffres après la virgule. Enfin, même en Java, Java que j'adore, hein, attention, il y a des fois, je ne suis pas très sûr. Et donc, les tests de complexité, ceux-là, on en a le moins possible, enfin, on essaie d'en avoir le moins possible, mais sur des parties sur lesquelles on est le moins en confiance en même temps. Et le dernier, donc notre seul test end-to-end par contexte qu'on a bien découpé tout à l'heure, lui, il va vraiment faire des appels HTTP pour aller chercher le catalogue, les tickets, etc. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne? Parce que je ne vous ai pas dit, mais Octo, on est basé à Paris, donc maintenant, ça fait 2-3 ans que j'habite à Paris, voilà, ça me change un peu du Nord, d'où je suis originaire. Et je me suis dit, ok, il y en a, ils font des trucs en glace, enfin des stratégies de test en glace, il y en a, ils font des stratégies de test en pyramide. Je me suis dit, je vais être un peu original, je vais faire ma stratégie de test en Tour Eiffel. En plus, ça s'y prête bien, parce que comme on a un test end-to-end, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc on a un test end-to-end qui est assez lent, mais en même temps, il est assez lent, mais on le lance assez rarement. Hein, c'est juste pour être sûr qu'on n'a pas tout pété le parcours utilisateur lambda. Et ensuite, on a des tests, enfin à peu près 200 tests qui sont instantanés. Alors, instantané, il faut comprendre 5 à 10 secondes, qui, eux, représentent notre grosse base de code, enfin notre grosse base de test. Et donc, qu'est-ce qu'on y gagne à avoir changé notre stratégie de test? Bon, déjà, maintenant, on ne fait plus que 1,5 ligne de code de test par ligne de code de prod. Alors, on a perdu 83% des tests d'avant. Donc, nous, on est content parce qu'on réduit beaucoup le code, et moins j'ai de code dans mon application, mieux je me porte. Hein. Ensuite, on pensait qu'on allait perdre un peu en coverage. Bon, et puis en plus, coverage, il y en a qui disent ouais, c'est pas ouf, ça fait pas vraiment le taf. Bon, en tout cas, coverage, on est toujours à 85, donc ça reste inchangé. Ça veut dire qu'avant, on avait des tests qui faisaient, on ne sait pas trop ce qu'ils faisaient, ils étaient redondants, ils retestaient la même chose 15 fois. Bon. Avant, on avait, parce que je n'ai pas parlé de cette métrique tout à l'heure, mais en fait, on avait 600 tests end-to-end.
6 ans de test end-to-end avec les mocks autour, donc les JSON, les XML, c'était énorme. Maintenant, on n'en a plus qu'un, et en plus, il n'a plus à moquer comment dire, les XML, les JSON. Donc en fait, quand notre prestataire change sur notre interface, ce qu'il peut faire plus ou moins rapidement selon le logiciel qu'on consomme, on n'a plus à mettre à jour 600 fichiers. Et avant, donc, on mettait 4 minutes pour lancer les tests end-to-end, parce qu'il y avait aussi les tests instantanés, donc qu'on appelle parfois unitaires et tout, mais il y a aussi un débat sur ce terme. On parle beaucoup de mots aujourd'hui. Et du coup, nous, on les appelait les tests instantanés pour mettre tout le monde d'accord avec JUnit. Et donc, maintenant, on met 10 secondes au lieu de 4 minutes. Et donc, je vais vous présenter qu'est-ce qu'on veut faire maintenant qu'on a tout coupé et qu'on a supprimé les tests, et ensuite un résumé. Donc, là, on aimerait bien mettre en place des indicateurs de qualité, parce que c'est bien beau de livrer en prod, mais en fait, à un moment, il faudrait savoir si on envoie des bugs et combien de temps on met pour les corriger. Bon, c'est un peu les trucs Accelerate, qu'on n'a pas encore mis en place. Ensuite, là, je vous ai parlé de découpage d'applications. Découpage d'applications, mais toujours dans le même monolithe. Donc, notre vie de développeur, elle s'est améliorée, mais quand il faut mettre en prod, on est obligé de synchroniser tous nos progiciels, parce qu'eux aussi, ils ont des versions à maintenir, et toutes les équipes. Donc, il faut vraiment que toutes les étoiles soient alignées. Les mises en prod, c'est vraiment un bordel. Et dernier point, on aimerait aussi continuer de séparer les autres parties de l'application, parce que là, on a sorti 3 parties de l'application. Il en reste encore 5-6 à faire. Bon, voilà, bonne chance. Et avec quoi j'aimerais que vous repartiez maintenant, avant d'aller manger. En fait, quand vous avez des intuitions sur votre base de code, ne laissez pas diminuer. Il ne faut pas s'habituer à... Alors, j'ai un collègue qui disait qu'il ne faut pas s'habituer à la médiocrité. Et en fait, il ne faut pas s'habituer aux problèmes qu'on a sur notre codebase. Vous les notez dans un coin. Si ça revient 10 fois par jour, il faut vous dire, OK, je vais essayer de les rendre tangibles, je vais mettre des statistiques dessus pour savoir si c'est vrai ou pas. Et avec des statistiques, c'est aussi l'avantage, vous pouvez aller voir les décideurs, vos clients, etc., pour leur dire, OK, il y a un problème, je te le prouve, regarde les chiffres. Et en général, ils sont contents. Et en général, les fonctions supérieures, ils aiment bien aussi les chiffres. Ensuite, il y a un truc que j'avais pas trop quand j'étais plus jeune, et je pense que c'est à cause de ça que l'application était moins bien découpée. Il ne faut pas oublier que quand on est jeune développeur, on veut tout factoriser. Quand on écrit 2 fois la même méthode, c'est une hérésie. On se dit, OK, on va faire une méthode pour les 2 fonctions, avec un if ou peu importe. On va essayer de tout rendre générique. Et nous, je pense qu'au début de l'application, on avait voulu rendre les choses génériques pour tous les logiciels. Mais en fait, c'est pas grave de dupliquer. Surtout que les choses qu'on dupliquait, c'était genre des appels HTTP ou des trucs comme ça. En fait, on peut les reproduire. Et si vraiment on a si vraiment on les duplique trop et que c'est trop complexe, on peut faire un common et tout. Mais bon, dans les 3 quarts des cas, je pense que faire un common, en gros, une brique logicielle utilisée par tous n'est pas forcément nécessaire. Mais en gros, je vous encourage à dupliquer. Parce que dupliquer, il ne faut pas oublier que c'est découplé. Et quand vous factorisez quelque chose, quand vous prenez 3 méthodes et que vous en faites qu'une, en réalité, vous couplez ce code. Et dernier point, en gros, quand vous voulez découper une application, alors ça, c'est une grande question que j'ai eue depuis... voilà, c'est une grande question que j'ai eue, c'est comment est-ce qu'on découpe? Alors c'est facile, tout le monde dit, ouais, il faut découper, il faut découper. Mais en fait, DDD nous dit juste, bah ouais, faites-le par lexique, ça va aller plus vite. Bah nous, on l'a fait, ça a marché, donc même si ça paraît un peu simple, et que ça prend un peu de temps quand même, je vous encourage vraiment à regarder le lexique global de votre application, ensuite essayer de mettre des barrières avec votre expert métier, et je pense que vous en porterez beaucoup mieux. Merci beaucoup.